Cette nuit-là, quelque chose a déraillé au sommet de l'État. Parce que pendant que l'Amérique dormait, le président des États-Unis publiait sans arrêt des dizaines, puis des centaines de messages. Pas une annonce, pas une stratégie, une spirale. Des accusations de trahison contre Barack Obama, des affirmations d'élections volées. Et cette phrase brute, postée noir sur blanc, « Maybe it's time to shut the up and let him cook ». Le contenu décrit une avalanche de posts, post after post, de plus en plus extrême. Quand un président se met à parler comme ça en pleine nuit, ce n'est pas juste du bruit politique, c'est un signal de rupture. Et voici le paradoxe. Pendant qu'il prétend travailler avec les gouverneurs, il alimente en direct une tension qui ressemble à une crise. Parce que si ce genre de chaos devient normal, ce n'est pas Washington que ça touche d'abord, c'est vous, votre pays, vos institutions. Mais ce que Trump a fait ensuite hors des réseaux, c'est là que l'histoire bascule vraiment. Ce qui se passe ici n'est pas un incident isolé, c'est un schéma. Dans la même journée où ces messages ont explosé en ligne, le contenu affirme que des agents fédéraux, accompagnés de la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, se sont rendus au bureau électoral du comté de Fulton pour récupérer les bulletins de vote de 2020. Imaginez la scène, des camions, des boîtes, des agents. Et au-dessus de tout ça, un président qui répète encore « l'élection a été volée ». Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette obsession soudaine des années après, avec des bulletins déjà examinés par les tribunaux? Le texte dit que Trump a menacé à plusieurs reprises d'ouvrir une enquête sur sa défaite en Géorgie. Ce n'est peut-être pas une enquête, c'est peut-être une démonstration de pouvoir. Un message, je peux rouvrir le passé, je peux déplacer l'État, je peux faire pression sur les institutions. Et la vraie question n'est pas « que s'est-il passé en 2020 ?» La vraie question est « qu'est-ce que cela prépare pour 2026 et au-delà ?» Parce que quand un dirigeant transforme une défaite en croisade permanente, ce n'est plus de la politique, c'est une escalade. Dans ses publications, Trump accuse directement Barack Obama de trahison. Il écrit que des outils de la CIA comme Hammer et Scorecard auraient été utilisés et que la Chine aurait coordonné l'opération pour installer Biden comme une marionnette. Ce n'est pas une rumeur de forum. C'est, selon le contenu, ce que le président des États-Unis poste publiquement. Et c'est là que ça devient vertigineux. Parce qu'un chef d'État ne parle pas comme un commentateur marginal. Chaque mot pèse. Chaque accusation devient une arme. Mais regardez bien ce qui manque. Aucune preuve concrète n'est présentée dans ces posts, seulement des affirmations massives répétées. Ce type de discours ne cherche pas forcément à convaincre. Il cherche à saturer, à créer une réalité alternative où tout est suspect, où tout est complot. Notice ce qu'ils n'ont pas nié. Ils ne ralentissent pas, ils accélèrent. Et pendant que Trump publie post after post, il vise aussi des individus. Le contenu dit qu'il a reposté un message qualifiant Alex Pretty de terroriste domestique. C'est un renversement glaçant. Des citoyens deviennent des cibles narratives, désignées en pleine lumière. Et voici où l'histoire bascule. Quand un président commence à traiter ses opposants ou des civils comme des ennemis internes, ce n'est plus une campagne. C'est une normalisation du danger. Et ce qui arrive ensuite est encore plus explosif. Le contenu décrit ensuite une escalade sur le terrain, pas seulement en ligne. Donald Trump ne se contente pas de publier, il agit. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est ce que le texte attribue à Dr. Oz, envoyé à Los Angeles. Imaginez la scène, une boulangerie arménienne populaire, un lieu banal, quotidien, transformé soudain en décor politique. Dr. Oz aurait déclaré, selon le contenu, « This is where the fraud is committed », en insinuant que la communauté arménienne serait liée à une mob ou une mafia. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Pourquoi toujours les mêmes cibles? Le texte affirme que la même rhétorique a été utilisée auparavant contre les Somaliens dans le Minnesota. Ce n'est pas une enquête sur la fraude, c'est un playbook, un schéma où certains groupes deviennent des symboles de menace pour nourrir une tension permanente. Et c'est ça qui devrait inquiéter n'importe quel spectateur. Parce que ce qui est présenté comme sécurité devient très vite autre chose. Suspicion collective, stigmatisation, peur.
Et voici où l'escalade devient systémique. Quand un gouvernement commence à désigner des communautés entières comme suspectes, ce n'est plus un débat, c'est une mécanique. Et la prochaine étape pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Pendant que ces accusations circulent, le contenu montre aussi une autre contradiction brutale. Trump accuse des mobsters russes, parle de fraude contrôlée par des réseaux étrangers, mais en même temps, le texte souligne une image. Dans le bureau, au-dessus d'une photo de son petit-enfant, il y aurait une photo de Vladimir Poutine. Et là, attention, c'est ici que l'histoire se retourne, parce que ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce que ça révèle. Quand un dirigeant construit son récit sur des ennemis externes tout en étant entouré de symboles ambigus, la crédibilité devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'effet. Et l'effet est clair. Un pays maintenu en état d'alerte narrative constante. Trump aurait aussi posté une affirmation choquante. 89% des Somaliens seraient engagés dans une fraude sociale. Ce chiffre, dans le contenu, apparaît comme une attaque directe, sans nuance. Mais voici ce que personne ne peut ignorer. Quand des pourcentages massifs sont jetés comme ça, ce n'est pas de la politique publique. C'est une généralisation explosive. Et pendant que ces tensions montent, une autre couche se met en place, la perception mondiale. Le texte évoque même l'idée d'un boycott de la Coupe du Monde par peur de brutalité d'ICE et de la Border Patrol. Ce n'est plus seulement une crise intérieure, c'est une image internationale qui vacille. Et juste quand vous pensez que ça ne peut pas aller plus loin, tout s'accélère encore. Au milieu de ce chaos, le contenu introduit une conversation directe entre Trump et le gouverneur Tim Walz. Et ce passage est presque irréel. Walz raconte que Trump lui aurait dit « Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec le Minnesota ». Puis il compare l'opération menée dans cet État à une opération au Venezuela. Oui, le Venezuela. Walz dit explicitement que Trump voyait une action contre un État américain dans le même contexte qu'une action contre une nation étrangère. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand un président commence à parler d'un État américain comme d'un territoire à pacifier, ce n'est plus une gestion. C'est une mentalité d'occupation. Ce langage suggère que certaines villes ou certains États sont perçus comme des zones ennemies, pas comme des citoyens à représenter. Et c'est là que l'escalade devient dangereusement normale. Parce que si Minneapolis devient Venezuela dans ce récit, alors n'importe quelle ville peut devenir la prochaine cible. Et pendant que ces mots circulent, une action concrète tombe comme un couperet. Le bureau électoral du comté de Fulton est décrit comme « raided », avec des agents fédéraux récupérant des boîtes de bulletins de 2020, des camions, des cartons, des agents. Et soudain, la question n'est plus théorique. C'est qui contrôle les preuves du passé? Et pourquoi maintenant? Et ce qui vient ensuite touche directement la confiance même dans le système. Selon le contenu, le président de la commission du comté de Fulton, Rob Pitts, dit quelque chose de glaçant après cette opération. Il explique qu'avant, les bulletins étaient « safe and secure » dans l'installation du comté. Mais maintenant, ils ne savent plus où ils vont. Il déclare « We don't know where the ballots are being taken. We don't know what's going to happen to them. » Et là, c'est ici que l'histoire bascule complètement. Parce que dans une démocratie, les élections ne reposent pas seulement sur des votes. Elles reposent sur la confiance dans la chaîne de garde. Si des bulletins deviennent des objets déplacés sous contrôle fédéral dans un climat de suspicion extrême, cela ouvre une brèche psychologique immense. Et regardez la tension. Pitts ajoute qu'ils ne peuvent plus satisfaire les citoyens d'Atlanta ou du monde que ces bulletins restent sécurisés. Ce n'est pas un militant, c'est un responsable local décrivant une perte de contrôle. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Même si rien n'est falsifié, le simple doute est une arme. Parce qu'une fois que le public croit que tout peut être manipulé, alors plus rien n'est stable. Et pendant que cette confiance se fissure, une autre crise se superpose, l'opinion publique. Fox News rapporte qu'une majorité d'Américains se disent « worse off financially » qu'il y a un an. Et là, tout se connecte. Un pays anxieux économiquement devient un terrain fertile pour les récits de peur, de complot et de boucs émissaires. Et ce qui arrive ensuite, c'est la réaction politique directe. Fox News, dans le contenu, pose une question simple. « Are you better off financially than a year ago? »
les résultats sont brutaux. 24 disent mieux, 39 disent pire. Et c'est là que la pression monte, parce qu'un pays qui se sent en déclin cherche des responsables. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand l'économie vacille, les dirigeants n'ont plus seulement besoin de solutions, ils ont besoin de récits. Fox rapporte aussi que 59 des personnes jugent les efforts de déportation too aggressive. Ce chiffre est un signal. Même des électeurs favorables à une frontière stricte commencent à reculer quand les scènes deviennent trop dures, trop visibles, trop réelles. Et c'est ici que l'histoire se retourne encore. Parce que ce n'est pas seulement une question de loi, c'est une question d'image, de limites politiques, de compassion humaine. Fox dit que les gens voient these scenes in the street et n'aiment pas ce qu'ils voient. Ce moment est crucial parce que Trump peut pousser, mais il existe un point où le pays dit stop. Et pendant que cette fracture s'élargit, un autre bloc électoral bascule. CNN, via Harry Enten, montre une chute massive de l'approbation de Trump chez les Latinos, un déclin de plus de 20 points. Et ça, c'est une alerte électorale majeure. Parce que si ce soutien s'effondre, alors la prochaine bataille politique est déjà en train de se former. Selon les chiffres cités, Trump était à peu près even chez les Latinos sur son programme de déportation il y a un an. Aujourd'hui, 34 points underwater, un basculement de plus de 30 points. C'est énorme. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Vous ne voyez presque jamais une chute comme ça en politique moderne, sauf quand quelque chose touche directement la vie des gens. Ce n'est pas seulement une opinion sur Trump, c'est une réaction à ce que les gens voient, ressentent, vivent. Et pendant que ce soutien s'effondre, regardez ce que Trump met en avant. Le contenu dit qu'il ne parle pas de logement, pas de santé, pas de crise du coût de la vie. À la place, il met en scène Nicki Minaj recevant une gold card de résidence. Et Trump commente ses ongles. Il dit « I'm going to let my nails grow because I love those nails ». C'est presque surréaliste. Mais c'est ici que l'histoire se retourne, parce que pendant que des agents saisissent des bulletins de vote, pendant que des communautés sont ciblées, pendant que l'économie inquiète, le spectacle continue. Cette juxtaposition révèle un pouvoir qui fonctionne comme une émission permanente où la réalité et la performance se mélangent. Et puis, même dans le camp pro-Trump, quelque chose craque. Andrew Schulz, podcaster de droite, dit que seulement 5% des déportés seraient des criminels violents. Et il lâche « There's probably more pedophiles in the Oval Office ». C'est un signe. Quand même, les alliés commencent à parler comme ça. Alors, la spirale n'est plus contrôlée et la dernière image du contenu est peut-être la plus étrange de toutes. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, sur place, au milieu des boîtes de bulletins. Et là, une seule question reste suspendue. Qu'est-ce qui est en train de se préparer juste sous la surface? Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est qu'elle se résume en une phrase. Un président publie frénétiquement des accusations de trahison. Des agents fédéraux récupèrent des bulletins de vote d'une élection passée. Des communautés entières sont pointées du doigt avec des chiffres choquants. Même des médias favorables parlent de mesures too aggressive. Et voici l'insight qui change tout. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise de réalité. Quand un pouvoir combine spectacle, peur et institutions armées, le pays entre dans une zone où tout devient instable. Parce que ce genre de dynamique ne s'arrête pas simplement. Elle cherche toujours un prochain acte, un prochain ennemi, un prochain choc. Et c'est ça le mécanisme, saturer l'espace public, épuiser la population, rendre l'extraordinaire banal. Mais rappelez-vous le paradoxe du début. Pendant qu'il parle de justice, il alimente le chaos. Pendant qu'il dit respect, il poste des insultes et des accusations massives. Pendant qu'il promet l'ordre, il normalise la tension permanente. Et maintenant, deux chemins se dessinent. Soit le système absorbe ce choc, soit il se fracture davantage jusqu'au point de non-retour. Parce que la vraie question n'est plus ce que Trump a posté hier soir. La vraie question est qu'est-ce que le pays acceptera demain matin? Si vous voulez continuer à suivre cette spirale, abonnez-vous.
Parce que ce qui vient ensuite pourrait être encore plus grand que ce que nous avons vu ici.